Le libre accès aux camions des services incendies demeure-t-il possible malgré l'état des ponts? Un pont, ça fait un pont. Un camion de pompier, ça fait 33 tonnes, ça a 3 essieux. Le maximum, c'est 38 tonnes. La réponse est oui. Si nous avions un doute, lorsqu'on a fermé le pont pour des études, parce qu'on a dû aller voir en dessous, donc cet hiver, pas cet hiver, mais l'an dernier, lorsqu'on a fait les études, on a dû fermer l'accès au pont. Ce qu'on a fait à ce moment-là, c'est qu'on a mis un camion de pompier de l'autre bord. Dans le doute, lorsqu'on a une intervention à faire, que le camion d'incendie ne pourrait pas passer, bien, on l'a mis de l'autre côté avant de commencer nos opérations. Donc, s'il y avait une problématique à ce niveau-là, il y a des solutions. Nous n'en sommes pas là. Qu'en est-il des autres camions pertinents aux besoins des citoyens? À travers le Québec, nous avons une norme et une seule norme qui s'adresse à toutes les structures et ouvrages d'art. L'affichage des limites de charge. Il n'y a pas d'alternative à cet affichage-là. Il n'y a pas d'autre méthode de le faire. Il n'y a qu'une seule règle, et ce n'est pas une règle à géométrie variable. Bref, si la limite de charge est là, le camionneur doit la respecter, point final. À Laval, il n'y a pas une norme différente que Saint-Sauveur. Et à ce sens-là, le ministère des Transports serait très réticent à ce qu'on commence à introduire des notes différentes, de façon à ce qu'éventuellement quelqu'un pourrait dire « Oui, mais à Laval, ils font ça, à Québec, ils font ça, à telle autre ville, ils font d'autres choses. » Non. Les limites de charge, c'est universel, c'est standardisé, c'est codifié dans le tome 5, ministère des Transports, et on agit en conséquence. La conséquence d'un camionneur qui est en surcharge au Québec sur une structure affichée avec des restrictions particulières, il n'y a pas beaucoup de précédents. La raison étant qu'il ne s'essaye pas. Point final. Et si vous avez des doutes, informez-nous. On va en aviser le service de police, on va prendre les moyens en conséquence. Comment faire respecter la restriction? On vient de le mentionner. Quelle est la capacité portante actuelle du pont Ville-Bigra? Je viens de le mentionner, il n'y en a pas d'autre, c'est celle qui est affichée, point final. Existe-t-il un plan d'urgence? On l'a mentionné. Est-ce que les travaux d'urgence demandés en appel d'offres le 24 avril vont augmenter ou retarder les échéances pour la reconstruction des 2 ponts? Non. Et là, je voudrais revenir sur la notion travaux d'urgence. Nous avons au service de l'ingénierie des besoins techniques d'intervention. Bref, nous avons une recommandation de procéder à l'installation de poutres d'acier dans un délai restreint. Parallèlement à ça, nos travaux sont encadrés pour le financement et pour les octrois de contrat à des procédures législatives. Je ne vous cacherai pas qu'à Laval particulièrement et dans l'ensemble du Québec, le gouvernement est à revoir l'ensemble de l'octroi des contrats en matière de génie civil pour les meilleures raisons du monde. Le problème, c'est que j'ai un service technique qui dit « Wow, mes délais peuvent être prolongés parce que peut-être que l'entrepreneur va être inspecté par l'autorité des marchés financiers, peut-être qu'on va revoir son accréditation, peut-être que l'octroi du contrat va être retardé parce qu'on va regarder plus en détail l'ensemble des soumissionnaires parce que maintenant on permet plus d'équivalence qu'avant. Donc, le technique n'avait plus l'assurance que les procédures législatives allaient respecter ces délais. Ce que la loi prévoit dans ce temps-là, c'est qu'il y a possibilité de décréter des travaux d'urgence, éviter certaines procédures législatives pour donner le contrat et respecter les délais techniques. Dans le cas présent, dès le début, nous savions que nous travaillions dans un contexte particulièrement délicat, donc on a rentré la mesure d'urgence si nécessaire. Dans le cas présent, la procédure législative a bien fonctionné. Nous avons des travaux d'étaiement de la structure à faire cet été. Ils seront exécutés. Le contrat va être octroyé selon la procédure législative normale. Il devrait être octroyé entre les 2 fêtes nationales. La réunion de démarrage suivra. Il va rentrer son cautionnement et on va pouvoir travailler dans le courant de l'été. Je reviendrai plus tard sur les travaux qui seront effectués dans le courant de l'été qui nous permettront de réouvrir à 2 voies la circulation sur le pont de Ville-Bigra. La problématique est différente. On a transféré la circulation sur un des deux côtés du pont. La structure est adéquate, le trafic est beaucoup moindre. Donc, on se trouve à
tout simplement faire le transfert de charge sur la structure qui est littéralement indemne. Dans le cas de l'île Bigra, c'est parce que chaque pile du pont supporte 4 poutres qui vont d'une rive à l'autre. Les 2 poutres des extrémités sont supportées par des porte-à-faux de béton. Et là, on avait vu un certain cisaillement de la structure à ce niveau-là. Donc, on va venir rajouter 2 poutres d'acier de chaque côté qui vont venir finalement renforcer la charge, supplier à la charge qui est actuellement supportée par le porte-à-faux et pour supporter ces 2 poutres-là. Excuse-moi, Enrique, j'ai pris ta place dans le détail technique. C'est vraiment une solution, c'est vraiment Enrique qui travaille à ce niveau-là. Si vous avez des questions complémentaires, je vais laisser la parole à mon confrère à ce niveau-là. C'est ce qui supporte. Non, les semelles, c'est autre chose. Les semelles, ça, c'est en dessous de l'eau. Oui, les semelles commencent à écluser. Si on n'avait pas de problème, on ne remplacerait pas le pont. Les semelles, il y a eu de l'affouillement dans une des semelles où là, ça présentait un problème majeur sur le pont des Trilles et nous sommes intervenus l'an dernier. Toutefois, il y a de l'usure sous les semelles, leur capacité portante respecte encore les normes pour une utilisation conforme aux limites de charge qui ont été imposées. Oui, elles ont besoin d'être remplacées, mais c'est considéré comme étant de l'usure naturelle, normale dans les circonstances. Donc, questions aux autres réponses. À l'égard des trajets qu'emprunteront les ponts permanents et temporaires, quels sont les critères que vous avez considérés? Là, on rentre dans une portion qui est relativement délicate pour nous. Nous sommes actuellement dans un processus d'octroi, un processus d'approbation de plan. Actuellement, le nouveau pont, bien que nous ayons une très bonne idée de ce que nous allons faire, on a une très bonne idée d'où nous allons installer le pont temporaire. Ces plans-là ne sont pas approuvés. Ils impliquent certains déplacements, certains usages des terrains en périphérie. Nous ne savons pas, au moment où je vous parle, de façon précise ce que nous allons avoir besoin comme terrain. Et par respect pour l'ensemble des personnes qui sont impliquées directement dans ça, c'est-à-dire ces personnes-là qu'on va utiliser une partie de leur terrain, nous avons le devoir d'en parler à eux avant d'en parler à tout le monde. Donc, mon pont, on est en train de faire... Mon pont, excusez-moi. Le pont, votre pont, on est en train d'en faire les plans. Éventuellement, on va avoir besoin de place pour le construire. Et ça va avoir un impact sur certaines personnes. Et je ne voudrais pas qu'ils apprennent dans le journal qu'est-ce qui va leur arriver plus tard. Parce que ce qu'on pense faire maintenant, peut-être que le ministère de l'Environnement, dans le cadre de nos procédures d'approbation, va dire « Non, là, tassez-les 10 pieds par là, tassez-les 20 pieds par là, montez-le un peu, descendez-le un peu, peu importe. » Tant que je n'ai pas l'assurance de mes interventions, je ne veux pas créer d'incertitude auprès de ces gens-là. Donc, la raison pour laquelle on ne vous répondra pas sur les superficies, puisqu'on va expropriera pas de façon permanente ou temporaire, si c'était le cas, c'est un facteur humain, on n'est pas encore certain. De quelle manière on a décidé ça? En considérant, parce qu'on a regardé au début du projet la possibilité de carrément laisser le pont là pour faire des structures temporaires et déplacer le pont ailleurs. Là, on s'est dit, sur le plan humain, il y a des gens qui habitent sur cette île-là, qui ont acheté leur résidence dans un certain contexte, puis aujourd'hui, on arriverait avec un pont, puis on le placerait à un autre endroit, faire en sorte que l'accès principal à l'île, on l'aurait déplacé à côté de chez eux, alors quand ils ont acheté leur maison, ce n'était pas le cas. Donc, on était un petit peu réticents à revoir l'ensemble de la géométrie, mais nous avions le devoir de l'évaluer. Mais finalement, les décisions qui avaient été prises il y a de cela plusieurs décennies se sont avérées adéquates et actuellement, on ne pense pas changer la configuration de l'ensemble du réseau routier de votre secteur. La question est pertinente. On va le faire sans doute un peu plus large pour répondre au ministère, sans doute un petit peu plus haut pour vous laisser un meilleur dégagement en dessous du pont. On va le faire différemment, de manière à pouvoir le réparer sans bloquer la circulation, c'est-à-dire en ayant, si vous voulez, essayer de faire 2 unités le plus indépendantes possible sur le plan longitudinal, de manière à pouvoir réparer un côté en laissant la circulation de l'autre côté.
On va le faire pour que sa durée de vie théorique soit plus longue. C'est-à-dire que celui qui avait été conçu initialement avait une durée de vie d'environ 50 ans. Celui-là va être planifié selon les nouvelles normes du ministère pour 75 ans. Et 75 ans, ça ne veut pas dire qu'après 75 ans, on va le reconstruire. Ça veut dire qu'à 75 ans, on va faire un suivi particulier et que son usage va peut-être faire en sorte qu'il va durer 100 ans. Mais je ne serai plus là pour vous le confirmer à ce moment-là. Quand les plans seront approuvés et que nous aurons l'assurance que les plans sont conformes à ce qui sera construit, et ça, ce n'est pas seulement pour votre pont, que ce soit pour l'élargissement du boulevard Saint-Martin, du boulevard Sainte-Rose, de n'importe quel boulevard, parce que finalement on parle à peu près le même phénomène, là, ce n'est uniquement que lorsque les plans ont reçu des approbations finales. Parce que parfois, un 15 pieds de différence, ça fait toute la différence au monde. Ce qui me reste à faire, bon, les plans finaux, les faire approuver, m'en aller au ministère de l'Environnement pour les approbations, au ministère des Ressources naturelles du Canada pour, étant donné que c'est un cours d'eau. Je vous dirais qu'on s'enligne plus vers quasiment dans un an. Non, avant que mes plans soient faits, approuvés, là j'entame toute la procédure que je mandate, que je détermine exactement les superficies nécessaires, et puis que je mandate au service de l'évaluation pour amorcer les procédures d'expropriation ou d'acquisition. Nos plans sont en réalisation actuellement. On va recevoir une première ébauche des plans. Cette semaine. Pardon? Cette semaine, on reçoit les plans préliminaires. Cette semaine, nous recevons nos plans préliminaires. Ça, ce sont les plans réalisés par les consultants de la Ville de Laval pour notre usage à nous. Suite à ça, on va recevoir les plans préliminaires, on va les regarder, on va les retourner, dépendant s'il y a des modifications à apporter dans le courant de l'été. On va les faire approuver par le comité exécutif dans le courant de l'automne, dépendant des modifications qui doivent être apportées. Ça va amorcer immédiatement les procédures d'approbation au ministère de l'Environnement et au ministère des Ressources naturelles du Canada. Je ne contrôle pas ces intervenants-là et j'ignore actuellement encore plus qu'avant quelles vont être les exigences du ministère de l'Environnement. On n'a pas beaucoup d'expérience, on a le pont de l'île Paton, on a refait les deux ponts de l'île Paton que nous avons refait au cours des dernières années. Ça a été long, on a beaucoup appris par contre. Donc, mais par contre, sur le plan environnemental, j'ignore exactement combien de temps, mais je pense que dans le courant de l'hiver, on va se parler, on va s'échanger, on va apporter des modifications, ce qui fait que, après Noël, je devrais avoir une bonne idée d'où est-ce que je m'en vais. Une fois que je reçois leur approbation, je mandate mon service de l'évaluation pour amorcer des procédures, comme je disais, dans le courant du printemps. Ces travaux de pont-là, avant d'arriver aux travaux de structure, comme c'était mentionné, moi j'ai des aqueducs en dessous. J'ai TELUS, Vidéotron, Bell, Hydro-Québec. Tout ce beau monde-là doivent s'en aller de là avant que je commence à penser à démolir cette structure-là. Dans le cas où j'ai des précédents avec les compagnies d'utilité publique, mon plus gros problème, c'est qu'elles ne travaillent pas entre elles. Donc, j'en ai un qui vient, il fait ses travaux. Ça lui prend 2 semaines, il s'en va, il appelle le suivant, il s'en vient faire ses travaux 2 semaines plus tard, il fait ses travaux, il s'en va, ça revient. Ça fait que des déplacements d'utilité publique, c'est hors de mon contrôle. Mais moi, je me prévois qu'à l'été 2016, ça va être consacré à ça.